que la seule spécialité que l'artiste doit avoir, c'est une spécialité par rapport à la cohérence de sa recherche. Mais si cette recherche, elle peut s'exprimer par la sculpture, par la vidéo, par le dessin, par la gravure, par la peinture, je ne pense pas qu'un artiste doit se spécialiser. Je pense qu'il doit aller dans le sens où quelle sera la technique qui va donner le meilleur résultat au concept. Mais évidemment, la réponse pourrait être aussi qu'un artiste qui commence à faire de la peinture, à un moment donné, devient très à l'aise, devient très habile en peinture et peut-être que les idées qui vont lui venir vont être aussi en fonction de la technique qu'il utilise. Puis la même chose pour d'autres médias, mais je trouve de plus en plus, on voit beaucoup d'artistes qui utilisent la photo puis qui font aussi de la vidéo parce que c'est deux techniques qui sont connexes et puis qui se complètent aussi d'une certaine façon. Donc, moi, je pense pas qu'on est à l'ère de la spécialisation. Je pense que l'artiste est plutôt dans une mouvance très multidisciplinaire. Et puis, ça n'empêche pas qu'il y a encore des artistes qui veulent se spécialiser. Mais ça, je pense que c'est une question de choix, c'est personnel, puis c'est toujours en rapport avec leur création. Souvent, j'avais rencontré des Américains qui disaient « Ah, vous êtes chanceux au Québec et au Canada, vous avez du financement public. » Oui, mais quand, par exemple, le Québec dit, je prends des chiffres très approximatifs, je me souviens d'une année, pour les arts numériques, pour les artistes en numérique, il y avait 100 000 $ à la grandeur du Québec. Ça fait 4 projets à 25 000. Puis après, on dit « Bienvenue au Québec, on est des créateurs en art numérique mondialement établis. » Alors qu'aux États-Unis, il y a peut-être un artiste qui a eu un don de 500 000 $. Bon, je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est toujours intéressant de se comparer, en fait. Donc, on a peut-être aussi à gagner au Québec si on cherche des solutions pour en faire plus puis pour mieux en vivre sur d'autres modèles, en fait, que peut-être on n'a pas, qu'on aurait exploré. Toujours, quand tu fais la peinture ou les créations, c'est comme vraiment dans la cerveau droite, puis tu rentres là-dedans, puis c'est comme un autre monde. Mais l'autre côté, pour comme faire vivre, c'est vraiment dans l'autre partie d'un cerveau, il faut vraiment faire un autre type de travail, puis oui, ça, c'est pas facile du tout. J'ai jamais été vraiment bonne pour ça. Mais est-ce que tu vis de ton art? Pas complètement. Non. J'enseigne. Puis j'ai une partenaire qui est vraiment supportive. J'essaie de toujours trouver des moyens que je peux utiliser mes talents. Pour faire vivre, mais c'est toujours, c'est jamais fini, il faut toujours trouver d'autres moyens. Je pense que c'est jamais comme, ok, je suis arrivée, même les artistes que je connais qui sont dans les galeries, c'est jamais facile. Mais c'est une autre chose, je réalise que quand je fais, parce que j'adore faire des portraits, j'adore travailler avec le format de la tête. Quand je fais, je travaille avec des photos, mais c'est pas juste avec des photos. D'habitude, quand je fais un portrait, il
je mets beaucoup d'autres choses dans ça, à part de la photo que je regarde pour une référence. Et quand c'est pour comme commande pour quelqu'un, et je fais ce tableau pour eux, et je sais qu'il veut que ça ressemble la personne. Moi, j'ai des indices que je regarde sur la photo. La photo me donne des indices. Mais si je connais pas la personne ou j'ai pas passé beaucoup de temps avec cette personne, j'ai pas d'autres indices. Alors, les autres indices que j'ai travaillé avec d'habitude, c'est ma mémoire de cette personne, sa personnalité, la façon qu'il exprime. Alors, c'est difficile quand j'ai pas ces autres indices, puis j'ai juste des indices sur la photo. Et en fait, je réalise des grands dessins au fusain à la pierre noire, à partir de différentes images, notamment des images d'actualité ou des images de ma sphère privée. Voilà. Et en fait, ça c'est le point de départ de mon travail. L'idée c'est de travailler sur des images qui sont pas des images qui ont été produites pour que je les dessine. Comme ça je les décontextualise dans un premier temps. Ces grands dessins c'est le point de départ, comme je le disais, et après je les efface, soit dans l'intimité de l'atelier, ou alors pendant des interventions en public. Je les efface totalement ou en partie. Alors en fait, donc le fusain à la pierre noire, ça marque vraiment beaucoup le papier. Donc en fait, je peux pas revenir au blanc du papier, je peux pas les effacer totalement. Donc même si par exemple avec la gomme je parcours l'ensemble du dessin, il restera comme un voile du dessin, comme une présence un peu fantomatique de ce qui a été. Et quand je les efface à moitié, ça permet une deuxième lecture, ou en tout cas de s'interroger sur la réalité de ce que l'on voit dans l'image d'origine. Fait que donc, Ultranan, c'est apparu un petit peu parce que j'ai commencé avec plus l'art urbain, donc à exposer dans la rue. Et les gens se questionnaient à savoir qui produisait ça. Ça a été surtout, je dirais, à Sherbrooke, là. Ça a été surtout dans ce secteur-là. Puis les gens se l'ont approprié, puis ils cherchaient à savoir c'est qui. C'était un peu complexe comme démarche, c'est que je produisais de l'art, j'ai fait des trucs très différents de ce que je fais aujourd'hui, mais je voyais pas la pertinence d'exposer, la pertinence de partager ce que je produisais, parce que je trouvais que c'était un peu centré sur soi-même, un peu rechercher une espèce de je sais pas le terme exact, mais recherche de végétariat ou de reconnaissance, ou c'était peut-être pas, comment on peut dire ça, manquait un peu de noblesse. Il y a quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Fait que donc, en créant un alter ego, donc les crédits vont à cet alter ego-là. Puis de moi, je me nourris de ça, c'est clair. Là. Je veux dire, on a tous besoin d'un peu de reconnaissance dans notre travail. Mais que les gens sachent mon véritable nom, ma véritable identité, ça pour moi, c'est optionnel. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des raisons d'être ou bien des titres qui se donnent. Mais avec le temps, et qu'on vieillit un petit peu, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a accompli dans le sens de notre travail?
Et une fois qu'on a vécu et on a regardé ce qu'il y a en dessous de ce qu'on a ramassé dans le tapis, et voir vraiment comment ça fonctionne, comment le peuple fonctionne, et de quelle manière il fonctionne. Et c'est ça qui reflète une société. Le reflet de la société peut aussi avoir non seulement le côté négatif, mais il y a aussi un côté qui se structure brique par brique dans tout le domaine, dans tous les sens, dans toutes les avenues, que ce soit architecturale, ou émotionnelle, ou religieuse, ou culturelle, culinaire, ou dans tous les domaines, ça se développe. Et l'artiste joue un rôle assez important là-dedans. L'artiste devient le reflet de la société, je pense. De la société moderne. La surface, oui, la matière. Moi, de toute façon, mon travail part essentiellement du traitement de la matière. Donc ensuite, ça va être le charbon, ça va être cette terre écrasée, ça va être le charbon qui va rappeler la matière du tirage de Maxime, qui va être un noir très intense, très mat. Donc oui, après ces histoires d'espace, oui, penser en fonction des dimensions variables, réadapter en fonction des lieux à chaque fois, cette pièce. Même pour en ce qui me concerne tout le reste de mon travail. Ensuite, l'espace, oui, il est à traverser. On doit traverser cette bande noire qui rejoint un mur à l'autre. On doit l'enjamber. Donc oui, une réflexion par rapport à la façon dont on circule dans l'exposition, dans notre rapport aux œuvres, dans notre rapport au White Cube, complètement. Comment est-ce que l'on se situe par rapport aux autres œuvres d'art qui sont présentées dans le même espace que notre installation? Les tableaux de Juliette notamment. Comment est-ce que le public se situe par rapport à le rapport du spectateur en fait par rapport aux œuvres? Comment est-ce qu'il observe aussi nous, notre image, notre installation, la globalité? Puis oui, c'est vrai sur la question de la surface, de la matière. La photographie utilisée, une sorte un peu d'abandon de la photographie, puisqu'on retrouve dans une sorte de picturalité de l'image, on a vraiment la matière de ce noir, de ce blanc, des confrontations, des tensions entre ce noir intense, quasi infini, et cette surface de la vague mise en lumière. Les bords très nets de la photographie sans cadre, qui fait référence à cette chose très picturale au sol, qui est en fait du charbon, sur lequel on voit quelques morceaux. Donc le charbon, référence au pigment aussi, mais on voit quelques morceaux à quelques endroits, comme ça on peut deviner la matière, on reconnaît la matière. Une certaine brutalité des objets utilisés, puisque tout est presque une question de fracas, parce qu'au final, on retrouve quasiment une sonorité de la vague lorsqu'on éclate les rouleaux de terre contre le mur. Qui s'éclate contre les rochers à la fin, et c'est comme quand... au début, on les éclate comment, et finalement, ça va être comme on jette un caillou à la mer. Moi, personnellement, je vends rien. Je me rends compte, faut pas oublier que dans le monde artistique, oui, il y a l'acte de diffuser, tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'activités satellites qui peuvent devenir des sources de revenus, des fois plus importantes que l'art, mais qu'on ne pourrait pas avoir si on ne faisait pas notre art. Par exemple, moi, ça m'arrive de donner des formations. Ça peut être assez payant, via différentes sources de financement. Mais je ne pourrais pas donner les formations que je donne si je n'avais pas ma pratique artistique. Donc, c'est un peu comme des formes de consulting, si on peut dire. Donc, tu as une expertise,
puis tu réussis à marketer des produits dérivés, ça sonne terrible comme truc, mais il faut pas oublier ça. Il n'y a pas juste nécessairement l'œuvre. On peut donner des conférences, donner des formations. Donc, il y a toute une mise en marché, c'est pas des mots que j'aime, mais on va les utiliser, qu'on peut voir peut-être de façon plus globale, mais aussi, personnellement, moi je le vois de façon fluide. Jamais je me suis posé la question comment je me mets en marché. Je fais ce que j'aime du mieux que je peux, puis après, ça marche ou ça marche pas sur le plan financier. Pièces d'ordinateur, on a le polystyrène, on a les mannequins, comme vous aviez demandé. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'explorer. Vous allez dedans, selon ce que vous êtes prêt à partir. OK? Oui, c'est bon. Donc, le but d'une médiation culturelle, c'est surtout de rendre l'art accessible aux jeunes, parce que dans les quartiers, particulièrement dans Hochelaga-Maisonneuve, dans les quartiers plus défavorisés, ces jeunes-là n'ont pas toujours accès à l'art. Hein? Je veux dire, souvent, c'est même ghettoisé. Ces jeunes-là restent dans le quartier, sont pas curieux, sont pas investis dans la famille, puisque la famille est défavorisée. La priorité, c'est pas l'art, hein? C'est de se nourrir. De faire prendre conscience aux jeunes toute la notion de censure par rapport à l'art de l'époque et d'aujourd'hui, que c'est encore très actuel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire un atelier donc, de médiation culturelle avec ces jeunes-là et de leur faire prendre conscience de l'importance de nos opinions par rapport à l'art. Donc, ils se sont investis avec le professeur en art, avec la médiatrice qui était moi, à bâtir une exposition en lien à l'époque aussi avec les Jeux olympiques pour être présentée ensuite à la Maison de la Culture Maisonneuve. À cet âge-là, je pense que tu es sensible à ça. Tu sais, les émotions sont plus comme en dents de scie. Je pense que ça les a motivés. Puis aussi, à un moment donné, de travailler avec des matériaux de récupération, c'était nouveau pour eux, cette approche-là. Il y avait beaucoup de hasard. Puis il y avait aussi que ce procédé-là t'amène à réaliser un projet dont tu connais pas, tu peux pas anticiper vraiment le résultat. Je pense que tu peux imaginer un peu, mais en cours de route, ça change constamment. Fait que tout ce côté-là un peu aléatoire, je trouve que ça a amené beaucoup de plaisir dans le processus. C'était pas une forme d'inconnu qui pouvait, mettons, générer de l'anxiété. C'était comme le travail qui se faisait au fur et à mesure. Puis aussi, il y avait beaucoup de collaboration, je pense, de ta part, d'Isabelle, puis bon, tous les gens qui étaient là. C'est vraiment un travail collectif. C'est quoi le message que vous pensez? Y a-t-il un message? Sinon, vous pourriez penser. Moi, je le vois un peu comme
quand tu connais ça, tu peux pas passer à ça. Je trouve que c'est une richesse dans la vie. C'est une richesse, l'art. Dans ce sens-là, je pense que pour les élèves qui prennent plaisir ou qui découvrent le monde par l'art, je pense que c'est une grande richesse pour eux. Dans le fond, ce qui est merveilleux de justement ouvrir les enfants à différentes sphères, c'est que ça leur permet d'avoir une espèce de sentiment que peu importe ce qu'ils vont décider de faire, de suivre leur vibe, comme on dit à l'intérieur, ben ils vont réussir à devenir quelqu'un. Puis ce qui est merveilleux avec les arts, ben il y a différentes façons de l'exprimer, que ce soit en étant peintre, que ce soit en étant architecte. Il y a toutes sortes de façons qu'on décore une maison, tout ça. C'est que si on leur permet, dès leur jeune âge, d'être capables, tout au long de leur primaire, de prendre leur place, puis d'exprimer ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur d'eux, puis que, dans le fond, on peaufine en leur donnant des expériences artistiques, ben ça leur permet de devenir un jour un acteur, un jour ça leur permet de prendre leur place et d'être des orateurs, et ça développe vraiment plusieurs qualités qui sont essentielles, peu importe le métier qu'ils vont faire plus tard. En fait, d'ouvrir les enfants aux arts, ça permet de les ouvrir au monde d'une certaine façon, mais aussi ça leur permet de s'ouvrir à eux-mêmes et découvrir leur potentiel à l'intérieur. On se cache pas que dans la vie effrénée auquel on est confronté à tous les jours, on a de moins en moins de temps pour prendre le temps avec les enfants. Mais les arts, c'est ça. C'est le plaisir de prendre le temps de faire un beau dessin, de faire une peinture, de s'asseoir dans la nature, de regarder ce qu'il y a autour de nous et d'avoir un regard sur ça. Et quand on ouvre les enfants à ça, ben ils prennent le temps, quand ils regardent un coucher du soleil, quand ils regardent une montagne, de voir une autre perspective de la vie. Puis ça, je pense que c'est un cadeau à leur donner, un héritage. Fait que je pense que nous, comme enseignants, on a un travail incroyable à faire à ce niveau-là pour leur permettre justement à tous les niveaux, que ce soit en première année, que ce soit en maternelle, que ce soit au secondaire, de les ouvrir à cette belle réalité-là, de donner leur regard sur le monde par l'art. Ici, là, tu peux prendre de là à là, tu peux faire une série, puis en même temps, si tu prends juste une texture, c'est pas comme si je prenais l'œuvre de l'artiste et que j'utilisais. Fait que pour les droits d'auteur, je suis comme correct, là.
jouer avec la texture. C'est sûr que moi, je fais beaucoup de post-traitement avec Lightroom. Après ça, je vais jouer avec la saturation. Là. Même si c'est plus beau dans ma caméra que qu'est-ce que je vois, mais je sais que ça va être plus beau. Donc, c'est toujours à la recherche de nouvelles manières de photographier. C'est sûr que la photographie, c'est pas une manière... On peut pas tout réinventer, mais trouver une approche qui va être quand même assez originale. Puis, il y a toujours des gens qui sont prêts à payer pour avoir de quoi qui est différent des autres. Il y a la masse qui vont aller chez Bro et Martineau, qui vont acheter le meuble-là. Puis il y en a quelques-uns qui sont plus spécialisés, qui vont aller dans des boutiques ou ils vont prendre un design italien, même s'il coûte cher, puis c'est ça qu'ils veulent, parce que ça lui tombe, ça vient avec le cœur, ça vient les chercher. Ben moi, c'est ça. Mes images, il y en a qui vont les acheter, puis ils ne me demandent même pas comment je la vends. Ils disent, c'est ça que je veux, je l'adore. Fait que ça, c'est toujours un velours, ça fait du bien. Ça permet de mettre un peu de flamme dans le four pour continuer à créer. Donc je suis Juliette Maugenet, je suis plasticienne, je travaille à Paris. Je travaille beaucoup à l'aide d'incisions. Après, mes supports varient et je trace des espaces fictifs qui viennent s'inscrire dans un espace réel, souvent sur support photographique. OK. Souvent sur support photographique, mais vous changez de médium. Oui, voilà, c'est... Et puis même dans le travail de photographie, de toute façon, je change de protocole à chaque fois parce que c'est des espaces construits. Ça peut être la photographie de l'intérieur d'une boîte en carton, ça peut être la photographie d'un coin de mur. Donc les supports de la photographie sont parfois l'objet d'un bricolage déjà préalable. Et puis ça peut également être des incisions sur du verre, sur des plaques d'aluminium. Ouais, les supports varient beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce qui est cohérent entre il faut que le matériau lui-même soit cohérent avec ce que je suis en train de travailler. Si je suis en train de travailler de la transparence, je vais travailler avec du verre, du calque, des effets miroirs ou des choses comme ça. Après, si je travaille sur quelque chose de nocturne, avec une espèce d'infini, de profondeur, je vais travailler davantage avec des matières solides et des matières opaques. Alors, quand j'ai eu la chance, quand j'étais encore à l'école, de participer à une exposition qui était organisée, j'étais à l'école des Beaux-Arts de Paris, et une exposition a été organisée par un des professeurs de dessin, qui s'appelle Bernard Monino, et qui a organisé une belle exposition dans un lieu assez important. Et à cette occasion, j'ai eu la chance d'être repérée par une galeriste
qui participait à une foire 2 jours après, et sur un coup de tête, elle m'a présenté dans la foire, et voilà, après les choses se sont enchaînées. Mais c'est vrai que c'est toujours la partie difficile, ce premier déclic. Après, c'est un cercle vertueux, on est vu, donc on est vu, donc on est vu, et c'est un rebondissement multiple avec de la chance. Et voilà, mais le plus difficile, c'est effectivement le premier déclic. Le problème était le suivant. Si vous ameniez un jeune artiste dans votre galerie, vous savez que les prochaines 5 années, vous n'allez rien vendre. 0. Non seulement que vous n'allez rien vendre, il faut que vous investissiez tout ce que vous avez gagné ou vous avez mis de côté pour pouvoir payer vos timbres, vos communiqués, vos écrivains qui vont pouvoir être les ponts et la relation avec le public. Là, elle me dit, pourquoi t'en fais pas un, toi, un portail? Là, il y a eu une étincelle. J'ai des amis artistes. Je sens que j'ai beaucoup d'affinités toujours avec les artistes, tout ça. Donc, à cet instant-là, j'ai décidé que je me lançais à créer ce que je disais à l'époque, un portail qui regroupait des artistes en art visuel. Et j'ai créé avec mon équipe Zone Art, on a trouvé le nom. On a créé une première plateforme, on a rencontré des artistes, puis l'idée c'était de diffuser leur savoir-faire, leur travail, les présenter et tout ça. Ensuite, ça a été d'organiser des expositions. Ensuite, nous est venue l'idée, pour nous faire connaître, mais aussi pour s'impliquer, de faire des encans au profit du raccrochage social. Donc, j'ai été 3 années à faire des encans. Ça a été gros. Ça a été une belle expérience. On est allé chercher la première année Armand Vaillancourt, qui a été notre président d'honneur, puis qui a toujours participé par la suite, tout ça. Donc, c'était une belle vitrine pour les artistes. Mais on peut dire que je me suis pété la gueule aussi avec Zone Art, bien comme il faut. Moi, je voulais travailler ce projet-là sans aller chercher de subventions. Je n'étais pas intéressé à avoir un OSBL. Je voulais avoir une liberté de manœuvre, tout ça. Puis, ça a été très, très difficile. J'ai appris beaucoup, mais j'ai poussé le projet à son maximum. J'ai eu un bon succès, tout ça. Mais financièrement, je me suis pété la gueule bien comme il faut, là, tu sais. Les centres d'artistes, c'est un phénomène, en fait, qui a vu le jour au milieu des années 60. Et puis d'ailleurs, dans les textes que j'ai déjà lus là-dessus, c'est qu'on cite comme le premier centre d'artistes l'Atelier Graphe, qui s'appelait à l'époque l'Atelier Libre 848. Donc, où des artistes se réunissent pour mettre en commun des connaissances, de l'équipement, un lieu et une gestion. Donc, c'est de là qu'on a connu après ça les centres d'artistes autogérés, ce terme-là. Mais au départ, c'est des artistes qui vraiment gèrent leur destinée d'artiste en ayant ce lieu-là. C'est sûr qu'à l'origine, c'est pour des raisons financières. En fait, c'est des raisons pratiques. Puis c'est aussi la raison de briser l'isolement, parce que les artistes sont souvent isolés. Et puis là, il y a une traînée de poudre où ça s'ouvre, il y a des centres qui s'ouvrent à Québec, à Toronto, dans l'ouest du pays aussi.
Et je pense que c'est en 71-72, là, il y a une première galerie, un centre d'artistes qui s'ouvre qui s'appelle Véhicule-Art. Mais Véhicule, c'est un centre d'exposition. Alors donc, c'est ce qu'on a appelé à l'époque une galerie parallèle. Puis il y avait aussi Média, Gravure et Multiple. Alors le principe était toujours le même, c'est des artistes qui gèrent, donc c'est autogéré. Et c'est des comités qui vont choisir la programmation, qui vont accueillir les membres. Véhicule vidéo, c'est ça, c'était... Puis à un moment donné, en 80, ils se sont séparés. Je ne sais pas dans quelles circonstances exactes. Là. Ça, en 89. Et ça, c'est tout, c'est film. Oh, hein. C'est où ça? C'est la Ami, ça. Ça date de quand, ça? Ouais, mais en 80, Prime n'existait pas encore. Hein, c'était vraiment encore Vidéophone ici. Mais... Le Québec. On a été partenaires longtemps, mais je ne sais pas si à l'époque on était déjà partenaires. Vidéographe, Prime Vidéo, Montréal, c'est ça. Une première. Là, on est en 83. Puis là, Prime, c'est une coopérative ou? Le BNL. C'est un organisme sans but lucratif. Oui, exactement. On est financé par les 3 conseils des arts. Donc, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts du Québec, les arts du Québec. Et puis, c'est ça. Avez-vous beaucoup de membres? Ben, je dirais qu'en moyenne, par année, des membres actifs, c'est à peu près une centaine. Donc, on fait une centaine de projets par année, plus ou moins. En France, en fait, on a un gros réseau de ce qu'on appelle des résidences d'artistes, comme il existe dans beaucoup de pays et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bourses qui nous permettent, avec des subventions, de travailler sur des projets, de pouvoir s'immerger totalement dans un projet d'exposition, dans un lieu bien défini. Voilà, pendant des périodes qui vont de 2 semaines à 6 mois, voire 1 an. Voilà, ça permet à beaucoup de jeunes artistes qui sortent des études de pouvoir se dégager de certaines contraintes matérielles. Après, c'est comme tout, c'est des choses qui se font sur concours, c'est des choses qui sont pas toujours très simples au niveau de l'accessibilité. Et voilà, il y a des petites choses. Après, on trouve toujours que c'est jamais assez. Je fais des demandes, j'envoie, c'est tout, il faut faire tout le marketing, tu fais des images, des tableaux récents, des explications de ta démarche, puis tu envoies ça. Ça fait quelques années, j'avais périodiquement envoyé tout mon dossier à certaines galeries dans plusieurs villes. Pour moi, ça n'a jamais marché. Mais je connais d'autres artistes qui font, mais il faut vraiment être fonceur. Maintenant, à l'aide des ordinateurs, c'est beaucoup plus facile d'envoyer. Puis là, on construit un site web de nos créations avec toutes nos démarches artistiques, etc. Puis notre curriculum vitae, portfolio, puis tout ce qui vient avec. C'est sûr que les galeristes ont une clientèle. La plupart des galeries d'art, ça fait longtemps qu'ils sont installés, ils ont plutôt une clientèle établie, puis ils connaissent plus ou moins le goût de leur clientèle. Et puis à ce moment-là, s'ils voient que ça peut rentrer dans leur... S'ils voient qu'ils sont capables de vendre ce style-là, ben, il te fait exposer chez eux. C'est de même que ça marche normalement.
moi, j'envoie la plupart de mes choses, je les envoie toutes via mon site web. Tout ce que... Quand je rentre dans une galerie, mais c'est parce qu'ils ont visionné mon site web ou ma page Facebook. Donc, souvent, les centres d'artistes vont avoir des budgets, par exemple, pour faire des publications. Mais alors, qui aurait besoin d'un budget pour une publication? C'est une galerie qui représente un artiste durant un certain nombre d'années pour justement faire la promotion à long terme. Alors qu'une exposition dans un centre d'artistes, quand c'est fini, on part avec. Après ça, autre irritant, c'est que les centres d'artistes se sont mis à faire aller chercher des fonds autonomes en faisant des encans d'œuvres d'art. Donc, les artistes donnent des œuvres et ils vont chercher. Alors, c'est en train de vampiriser complètement le marché de l'art parce qu'il y a tellement d'encans d'œuvres d'art contemporains à Montréal que souvent, quand une galerie fait une exposition, les gens vont dire « Ah oui, non, mais ça, cet artiste-là, je me souviens, oui, j'ai acheté ça à tel encan, tel encan, tel encan. » Alors, il y a une grande question qui se pose à un moment donné de dire « Oui, mais les galeries privées qui vivent du marché, où est-ce qu'ils vont faire le marché à un moment donné, là? » Ici, qui dit plus? 150 une fois, 152 fois, 150, dernière chance, dernier appel. Une photo de... Pierre Crépeau qui est ici en avant. Ouais. Il y a pas l'air de ça, Pierre Crépeau. Oh, t'as bien leur descendre. Comment je fais pour savoir si une œuvre est une œuvre commerciale ou si une œuvre est une vraie œuvre d'art? Ben, je pense que dans mon métier, moi, je n'ai pas à jongler avec ça parce que j'ai pas à vendre des œuvres, donc je n'ai pas l'œil à me dire tiens, est-ce que tel collectionneur va aimer ça? Au contraire, moi, j'essaie de plutôt pousser les artistes à faire des œuvres sans qu'ils aient un aspect commercial en arrière de leur création. C'est vrai qu'une œuvre commerciale, ça serait une œuvre tendance, une œuvre séduisante avec des couleurs où tu sens que l'intégrité de l'artiste n'est pas là. Moi, je vois beaucoup aussi, puisque j'ai beaucoup de contacts avec les artistes, donc je vois qu'un artiste fit avec son œuvre, puis si ça fit pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas comme naturel. Puis, la plupart du temps, quand je vois un artiste puis que je l'entends parler de son œuvre, comme il y a un truc qui est vraiment harmonieux, puis si c'est pas harmonieux, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ça, c'est intuitif, là, plus, je sais pas trop, mais c'est ça. Je pense que le pire, ça serait une œuvre que j'ai déjà vue 36 fois, puis je me dis, ben là, c'est commercial, oui. Parce que là, on applique un schéma qui fonctionne, puis on essaie de le reproduire. Là, je me dirais, bon, ça, c'est un problème. Mais il faut qu'ils travaillent fort, comme dans n'importe quel domaine. Il faut bûcher. C'est pas vrai que c'est facile. Souvent, on est fiers, on fait nos premières œuvres, puis là, on voit l'horizon, le succès, puis souvent, on tripe et tout ça. Là vient le temps de présenter son travail, de faire des expositions dans les cafés, partager son savoir-faire. Ça, c'est toujours un passage obligé, t'sais. D'être ouvert au regard des autres, je trouve que c'est important. De ne pas être hermétique avec son travail, mais d'aller chercher le regard des autres, de partager tout ça, d'avoir un regard critique et d'étudier, d'en faire, tout ça. C'est un milieu exigeant. Des fois, on se fait des accroires dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup de talent, mais il faut quasiment... être les meilleurs parmi les meilleurs, c'est de trouver
C'est d'aller puiser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait que mon art va être unique? Souvent, on fait un travail qui va ressembler à je sais pas, à Riopelle. On va s'inspirer de ça. Mais de trouver sa voie, ça prend un certain temps. Donc, c'est quoi qui t'intéresse? C'est quoi ta rage? C'est quoi tes tripes pour que tu réussisses à trouver ta propre empreinte? Mais ça demande du temps, ça. Ça demande de la persévérance, ça demande du temps. Je pense que un artiste qui veut produire une matière vraiment artistique, voilà, doit pas se mentir à lui-même, et qu'après, si cette pièce est revendue, exploitée de façon plus commerciale, c'est pas de son fait. Nous on produit quelque chose, cette chose est acquise par quelqu'un, après on n'est pas maître de ce que les gens font. Mais c'est vraiment pas se mentir sur pourquoi on l'a fait. De toute façon, en général, quand on essaie de produire une pièce, parce qu'on en a fait une qui était un peu similaire et qu'on a bien vendue et qu'on se dit « oh, je vais refaire un peu quelque chose », ça marche pas en général. C'est pas bon. Fait que c'est comment qu'on définit l'art, justement, tu sais. Puis je trouve qu'on a trop rapidement mis de revers tout ce qui touche un peu le commercial. On dirait qu'il faudrait que ça reste un peu underground pour que ça soit de l'art, tu sais. Je suis assez partagé entre est-ce que l'art doit se vendre par elle-même, être assez séduisante, ou est-ce que l'art doit être est-ce que l'art se doit d'avoir une valeur monétaire? Est-ce que l'art, comme exemple, on peut voir en art contemporain, ou est-ce que c'est plus de l'expérimentation, de l'exploration? Donc, je pense qu'on peut prendre l'art dans sa grande famille, puis je pense que chacun peut trouver sa place. Tu sais, je dénigre pas les gens qui vont chercher des subventions, comme je disais. Je pense que ça a sa place parce qu'il y a de l'art qui ne se vend pas, tout simplement, qui se veut dans le domaine de l'exploration. Donc, mais le système, en général, comme il est là, je pense qu'il y a une grande pression sur l'artiste, sur si tu vends, si, exemple, je me présente puis je dis que j'ai exposé à Paris, à Londres, puis que j'ai reçu une bourse de n'importe quelle fondation, on dirait que ça me donne du crédit. En art, on a enlevé la notion, on dirait, de la valeur personnelle face à une œuvre. On lui a collé surtout une valeur mercantile, comme un peu la bourse. Où est-ce que, achète cette œuvre-là, cet artiste-là va monter, ça c'est... Puis on a comme fait fi un peu de, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous parle? Tu sais, au-delà du prix, là. À quelque part, l'art, c'est un peu ça. Il faut que ça vienne nous chercher, il faut que ça nous parle. On fait ça pour des humains, là, pas pour... On fait ça pour qu'il y ait un certain intérêt, tu sais. En oubliant l'idée du beau, je ne veux pas revenir comme à l'ancien temps où est-ce que c'était la recherche du beau, mais ça reste que on doit l'apprécier à quelque part, tu sais. Je veux dire, on fera pas une machine à pète, puis on l'installe dans notre salon, puis on dit que c'est une œuvre d'art, fait qu'on l'endure, l'odeur, tu sais. Je veux dire, pour moi, c'est absurde. Il y a une fonction, l'œuvre a une fonction, soit c'est montrer un statut social, soit montrer qu'on a aimé cette œuvre-là assez pour l'acheter, soit qu'on se le fait donner, fait qu'on est pogné avec. Mais tu sais, il y a clairement une relation, sinon elle serait enterrée, elle serait ailleurs, elle serait camouflée. Fait que c'est de définir justement notre lien par rapport à l'art, puis qu'est-ce qui est art, puis qu'est-ce qui... où s'arrête cette limite-là? T'sais? Est-ce que quelqu'un qui met une tapisserie, un designer, est-ce que c'est un artiste? Est-ce que... Tu sais, tout ça, cette notion-là. Je trouve qu'on a fait rapidement une espèce de distinction entre les artisans puis les artistes. C'est drôle, mais je la vois pas si facilement que ça, cette distinction-là. Moi, un graphiste qui fait son travail puis qui fait une mise en page du tonnerre, puis qui arrive à te faire quelque chose de surprenant, ben c'est un artiste, je suis désolé, là. Cette personne-là a un talent de création incroyable, il te sort un concept, puis ainsi de suite. Plus que le gars qui je sais pas, moi, j'ai vu des trucs horribles, là, en art contemporain, là, je veux dire, des trucs que tu fais comme, mais non, c'est pas vrai, là, faut-tu être épais, faire un truc comme ça, tu sais, je veux dire, mais tu sais, t'es là, wow, puis une subvention, une bourse, tout, c'est une affaire de clown, je suis désolé, mais moi, ma position est radicale là-dessus. Je trouve qu'à un moment donné... Ah non, là, faut pas que j'embarque là-dedans. J'essaie de me contrôler par rapport à ma position, mais je dois avouer que je trouve que l'art contemporain prend énormément de place
trop de place actuellement, peut-être. Je dis pas qu'elle a pas sa place, mais elle mérite pas 95% de la scène puis 95% des subventions. Les artistes préparaient leur exposition parce qu'ils allaient avoir un article à Vie des Arts. Vous vous rendez compte? Si vous aviez un article à Vie des Arts, alors l'artiste venait, il s'affichait, il disait, ben, l'année prochaine, je vais avoir un article, vous faites-moi une exposition. Tu dis, non, non, non. Ça n'a pas de bon sens, tout ça. If one is making a work that is obviously meant to please somebody else, I guess you could call that a commercial work. But if somebody is creating a work that comes out of what he or she is trying to say and trying to do with that body of work, then it would be probably considered much less commercial. What is important for us, and we learned this through the history of how we purchased art and what we did with it over the last 40 years, was that we had to purchase artwork that we could actually place. So it may be a work of conceptual art, and we bring our clients along with us as changes happen in the visual art world. I haven't seen this before. There's another one. Oh, yeah, that's true. It's usually the one on the Yeah. side. Is it David Gilboa? Yeah. Yeah. Ben, il y aurait peut-être quelques recommandations que j'aurais à faire aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. Premièrement, si ça vous est, faut être passionné. Je pense qu'on rentre pas dans le milieu des arts visuels sans être passionné. Il faut que ce soit une nécessité de produire, une nécessité de diffuser. Et ça implique aussi de s'intéresser à ce que les autres font, dans le sens que faire le tour des galeries, visiter les galeries, connaître le milieu dans lequel on veut évoluer. Il y a trop d'artistes qui s'imaginent que, bon, je vais aller frapper à toutes les galeries, puis, mais sans vraiment porter intérêt à ce qui est présenté, qui est en charge, comment ça fonctionne. Il faut s'y intéresser au milieu pour que le milieu s'intéresse à soi. Dans le sens, si le milieu ne t'intéresse pas, attends-toi pas à ce que le milieu va s'intéresser à toi. I remember having a conversation with a major curator at the National Gallery probably 10 or 15 years ago, and I asked him that question. So this is really his answer, but he said, to be noticed, you have to trust in someone else, that someone else has to be the person who works for you, and that can be a dealer, can be a curator, someone who will help to get that artwork out into a broad public. Are there others who are understanding what you're doing and able to talk well about what the artist is trying to do? There are many dealers in Canada who do this extremely well, and that's the advantage of someone actually having a good dealer, that a dealer will be able, or a curator will be able to explain and introduce the viewer or the client to what is actually happening. I think it's very hard for an artist to really want to pass control, if you will, over how that work is shown and sold. But in my experience, that is what has helped an artist to become better known. A look at what we do, and in comparison to the National Gallery, apropos of the concept of emerging artists, what's interesting is we don't wait for artwork to be vetted by somebody else before we buy it, because the jury system is such that it's their combined opinion as to what we purchase, where the larger institutions like the National Gallery will buy from artists who are already starting to get established and are recognized. So we take more risks. So this would be an interesting shot. Stefan Sennerl? Stefan. I talk about young artists and kind of
the way in which they think and draw and doodle and put things together. If an artist wants his work to be seen and wants to become known, they have to market themselves or they have to work with somebody who will. And marketing isn't just putting them for sale in a gallery space. It's establishing a reputation within a community. It's much broader than the simple concept of marketing. Je fais de l'art, mais pourquoi que les gens qui n'ont pas d'argent, qui apprécient mon art, ne peuvent pas s'en procurer? Ne peuvent pas acheter une image de qu'est-ce que je fais? Je vois ça de même, aussi en même temps. L'accessibilité. L'accessibilité, je trouve ça important. Si quelqu'un aime ça, puis il voit le prix sur le tableau à quelques milliers de dollars, c'est sûr qu'il va juste l'apprécier. Mais s'il voit une reproduction à 15 piastres, peut-être qu'il va se l'acheter, tu sais. Puis en même temps, ça, une partie va me revenir. Je pense que c'est plus compétitif que jamais. Il faut vraiment faire du marketing. Et sans ça, tu peux être un génie, mais si tu ne te mets pas sur la scène, personne ne va le voir. Alors, oui, il faut faire les deux, mais... L'approche, comment approcher une galerie? Comment définir quelle galerie approcher? C'est pas en envoyant 4000 invitations, 4000 notes à différentes galeries à travers le monde qu'on va réussir. Il faut savoir cibler, il faut savoir trouver les galeries qui ont des choses en commun avec sa production. Il faut, après ça, suivre ces galeries-là, apprendre à les connaître. Là, à ce moment-là, on est en meilleure condition pour soumettre son dossier. Parce que c'est vraiment une recherche, c'est vraiment de savoir où on se situe et quelle galerie, parce qu'il y a différents types de production, et il y a autant de types de galeries que de types de production. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit en art contemporain, ça peut, il y a des galeries comme dans le Vieux-Montréal, qui sont carrément différentes, qui sont beaucoup plus... C'est beaucoup plus le collectionneur privé qui s'achète des œuvres plutôt pour la maison, pour décorer sa maison. Alors, on peut produire différents types d'œuvres, mais il faut savoir viser, si on ne veut pas perdre son temps, pour vraiment être dans la galerie qui représente le plus notre esthétique. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, peut-être dans le seul pays au monde, ici à Montréal, au Québec, des galeries parallèles qui permettent aux artistes de pouvoir s'autofinancer, s'autofonctionner aussi, de s'auto-organiser. Et tout ça, il fallait le faire dès le début. Alors, oui, on peut rentrer dans une galerie parallèle et voir des vidéos et tout ça. Mais il n'y a pas ça partout dans le monde. Je vais vous dire que non. À Montréal, oui. C'est un luxe de pouvoir dire que nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire, de très différent. Je peux vous le dire parce que je ne fais maintenant que les foires. Je voyage d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. J'étudie mon marché, c'est mon plaisir aussi. C'est mon travail, c'est mon plaisir. Je fonctionne avec d'autres gens. Mais ce que je vois, c'est cette connaissance, cette forme d'éducation, cette fin d'éducation que les jeunes veulent faire, et ils veulent y aller plus loin. On a cette mentalité de vouloir, pas conquérir, mais de vouloir faire les bonnes choses. Ça, c'est une raison d'être très montréalaise. Les Montréalais sont bien respectés à travers le monde dans ce secteur de l'éthique et de la culture. Je pense que Montréal est vraiment une ville excellente, pleine de culture, pleine de gens qui essayent de nouveaux trucs, puis ça nous inspire. Mais tu peux habiter dans une autre ville qui est pas comme ça. Alors, puis il y a des petits villages au Québec qui ont aussi beaucoup de travail artistique puis qui peut être stimulant. Alors, mais puis il y a des gens qui aiment habiter à la campagne, puis ils font des visites à New York et
à Montréal, Toronto, pour les stimuler. Alors. On s'octroie le luxe, entre guillemets, d'habiter en dehors de la ville, c'est qu'on a déjà un réseau. On peut pas... Il faut avoir un vecteur de visibilité. Pour vivre de son art, il faut vendre à un moment ou à un autre. Ou parce que avoir un métier à côté rémunérateur, ça prend trop de temps sur le travail plastique, c'est pas jouable. Il faut pouvoir être rémunéré pour son travail plastique et pour ça il faut avoir une visibilité, avoir des collectionneurs et donc forcément avoir des contacts en ville. Parce que les collectionneurs, même si pour arriver au stade où ils sont absolument fans du travail au point de venir à la campagne vous voir, il y a un petit bout de chemin. C'est pas nécessaire de vivre en ville, mais s'il n'y vit pas, il faudrait qu'il vienne régulièrement. Dans le sens que il y a la production qui est très importante, la qualité de la production, mais en même temps, il faut connaître le réseau, faire partie du réseau, networking, et puis si on s'enferme dans un petit village à l'autre bout du monde où personne ne nous voit, personne ne vient nous visiter, il y a de fortes chances que la carrière ne décolle pas. I'd have to think really about specific artists who don't live in the big cities. I don't think it really matters. I don't see that that's a handicap to some of the really fine artists, in fact, who don't live in the major centres. Alex Colville, he never lived in a large centre. I think there are many examples of those who don't. But I think the important thing is that an artist has to network. To become known within the artistic community in Canada, you do have to pay your dues a bit. You do have to become involved in some way with what's happening. Tu vois, quand moi j'ai commencé à m'impliquer ici à Sherbrooke dans ce qu'allait devenir Sporobol, je pense que j'étais plus, dans le fond, j'étais peut-être dans la vingtaine déjà. Peut-être, je sais plus, c'est pas clair. Mais c'était une bonne façon aussi de rejoindre le milieu professionnel, donc de s'impliquer auprès des lieux, pas nécessairement pour présenter ce que nous on fait, mais plus au niveau administratif, direction artistique, tout ça, ça permet aussi d'avoir une perspective sur toute la mécanique qui est behind the scene, donc derrière les coulisses. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que ça t'apporte beaucoup professionnellement. Puis je pense qu'en région, cette implication-là est facile parce que si à Sporobol, on ouvre un poste, il n'y a pas non plus des centaines de personnes qui vont appliquer, peut-être contrairement au grand centre. Donc il y a aussi cet avantage-là de la région. En fait, c'est plus facile peut-être de s'impliquer. Souvent, il y a des matins, je me lève où est-ce que je dis à Sherbrooke, il n'y a pas assez d'art, il n'y a pas de communauté artistique, il manque l'effet de bassin. Donc ça peut être déprimant, mais le lendemain, je peux me lever et dire « Ah ben c'est bien, tout est à faire ». D'ailleurs, ça c'est aussi un volet qui est intéressant, c'est que le champ est libre. Donc d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas de compétition avec d'autres centres qui seraient dans les mêmes territoires, si on peut dire, ben, c'est beaucoup plus facile d'engager des collaborations pour Sporobol avec des partenaires régionaux, tout ça, parce qu'en fait, on est les seuls. Donc, ça nous donne un monopole intéressant, mais dans le bon sens du terme monopole, si on peut dire. Je pense qu'il y a une fluidité qui vient avec le fait qu'il n'y ait pas d'autres centres équivalents à Sherbrooke. La galerie, la galerie privée, son but, c'est quand même de diffuser et de vendre les œuvres, parce que la galerie privée ne profite pas de subventions pour son fonctionnement, alors que la Maison de la culture qui fait partie de la Ville de Montréal a comme mandat de montrer de l'art contemporain, par exemple, dans un quartier spécifique, et donc d'animer culturellement cet arrondissement-là.
Alors, à ce moment-là, ça devient un peu un joint venture où les deux vont travailler au même but et sans qu'un nuise à l'autre. Là où le bas blesse un peu, c'est que, alors que les centres d'artistes, au départ, avaient été fondés pour permettre à des artistes d'exposer des œuvres qui étaient non vendables. C'est-à-dire que c'était ça. Comment ceux qui faisaient de la performance, de la vidéo, de l'installation à une certaine époque, ce qui était considéré, les galeries ne tenaient pas à exposer ça là, au milieu du début des années 70. Par quels moyens ces artistes-là pouvaient présenter leurs œuvres? Alors donc, il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites dans ce sens-là. Puis d'ailleurs, à Véhiculaire, au début, c'était beaucoup ça, c'était installation, c'était vraiment des œuvres invendables. C'était presque des laboratoires de recherche. Sauf que tranquillement, les galeries privées se sont multipliées et ont présenté de plus en plus un art qui était plus un art de recherche. Et les galeries, les centres d'artistes, de plus en plus ont présenté, eux, de la peinture, de la sculpture, on présente du dessin, bon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus vraiment la différence entre certaines galeries privées et certains centres d'artistes. La différence qu'on fait, c'est qu'il y en a une qui est subventionnée et puis l'autre ne l'est pas. Je suis co-directeur de la galerie Armure, qui est située sur la rue Saint-Hubert. Comme galeriste, notre rôle, c'est vraiment de s'occuper du développement de carrière des artistes qu'on représente. Combien d'artistes est-ce que vous représentez? Armure représente une trentaine d'artistes. C'est beaucoup, c'est plus que la plupart des galeries. Mais Armure, c'est quand même 3 étages d'espace d'exposition, donc ça nous prend quand même un certain nombre d'artistes pour garder le lieu dynamique et actif. On touche à la fois la peinture, la photographie, la vidéo, l'art conceptuel, mais notre approche est vraiment contemporaine, dans le sens, ce sont des démarches innovatrices, nouvelles. C'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment de promouvoir ce qui est le plus d'actualité. Nous, on fait un projet à chaque été qui s'appelle Peinture fraîche, nouvelle construction, où on invite les universités à travers le Canada à nous suggérer les artistes qu'ils jugent les plus prometteurs dans leur département. Alors, chaque université, on sélectionne 4 artistes par université, puis on fait une exposition avec ça. C'est la sélection des professeurs. Et je dois dire que maintenant, près de 25% des artistes qu'on représente sont venus de ce projet-là. J'ai un profil particulier puisque j'ai pas fait les études classiques d'art en France. Puisque en France, voilà, on a un schéma qui est assez tracé. On passe par des écoles des beaux-arts et voilà, et c'est comme ça qu'on a un cursus entre guillemets universitaire dans l'art. Voilà, et en fait, moi j'ai pas fait ça, et donc j'ai été présenter mon travail aux galeries, et j'ai eu la chance d'avoir une galerie qui a trouvé mon travail intéressant, et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est une preuve d'une certaine forme de déconnexion avec la valeur de l'art au départ. Tu sais. L'art, à quelque part, c'était une recherche d'émotions, puis ça nous parlait, puis un texte, tu sais, remplir un formulaire pour ensuite créer une œuvre. C'est combien les 1% qu'on a vus, là, combien de 1% qui nous laissent froid, qui nous laissent fade. Je veux pas critiquer mes pères qui font des 1%, mais tu sais, on dirait que... Tu sais, je pense juste à Sherbrooke, qui a un ange dans la côte, tu sais, une espèce d'ange en bronze. Tout le monde connaît l'ange à Sherbrooke. Tu sais, tout le monde qui est venu à Sherbrooke a vu l'ange. On l'a associé comme étant un symbole. Il y a d'autres œuvres d'art à Sherbrooke qui, le monde en a rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Je sais pas de tomber dans un art populaire, mais il y a un juste milieu là, entre, justement... Puis c'est souvent le problème, c'est que c'est les gens qui font plus dans la démarche, qui sont plus habiles à remplir des formulaires, qui vont vers cette voie-là. J'étais tannée d'écrire des papiers, des recherches. Je pensais que
si je faisais des arts visuels, ce serait plus agréable de peindre. Je savais pas qu'il fallait quand même faire des papiers de recherche. Ben oui, c'est super important. Surtout au début, je pense que les gouvernements, les agences gouvernementales sont intéressées à voir les relèves. Et c'était plus difficile à comprendre comment faire la demande et tout quand j'étais plus jeune. Mais il faut vraiment cerner, ça c'est la chose la plus difficile pour moi, je trouvais. C'est de cerner quel type d'art que tu fais, quel type de subvention. C'est pas tout le monde qui va comme un endroit comme Calque, c'est pas la meilleure chose pour tous les artistes. Peut-être un artiste, tu préfères faire des murales publiques. Alors peut-être c'est mieux d'aller à la ville puis faire quelque chose avec une fondation privée. D'autres qui font des arts plus conceptuels, c'est peut-être vraiment intéressant de travailler avec des endroits comme Calque. C'est vraiment ça d'apprendre. Alors c'est vraiment important de se connaître et qu'est-ce qu'on veut et comment on va le faire. Bien, les subventions, ça c'est un paquet de travail. C'est pas les artistes qui peuvent faire ça. L'artiste est un artiste. L'artiste devrait avoir quelqu'un, s'il y avait les moyens de payer quelqu'un qui puisse faire ces demandes-là. C'est des paperasses à pu finir pour souvent des petites sommes de subventions. Il faut que tu demandes souvent à plusieurs. Donc, plusieurs paperasses. Tu as des dates limites. Puis l'artiste, en général, moi, j'ai fait ça un peu pour les artistes, même beaucoup. Faire des demandes de subventions parce que c'était pas c'était sa faiblesse, là. C'était pas... oh là là! Je pense que le désir, en tout cas, de tous les artistes, puis je pense qu'on parle du Québec ou du Canada, je pense que la première idée qui leur vient, c'est pas nécessairement de devenir riche. C'est d'en vivre, mais c'est surtout d'être libre et puis de pouvoir faire leur recherche librement et complètement. Évidemment, ce que ça prend pour ça, c'est d'être vu, c'est d'être diffusé. Il peut y avoir des artistes qui font des choses extraordinaires, mais soit qui n'ont pas l'occasion, ou je dirais même qui n'ont pas le culot de vouloir l'exposer, parce que je pense que c'est un grand défi, mettre sur la place publique un travail artistique. Et à partir de là, je pense que plus la diffusion est large, c'est-à-dire que la diffusion, c'est pas uniquement d'être acheté par des collections ou des collectionneurs, mais que c'est que ce soit vu dans un univers le plus large possible. C'est-à-dire que ce soit vu localement, oui, mais que ce soit vu à l'extérieur de leur zone de confort ou de leur milieu, que ce soit vu dans divers milieux aussi, pas uniquement dans des galeries privées ou dans leur atelier, mais que ce soit vu dans divers contextes, que ce soit des expositions de groupe ou des expositions solo. Je sais pas, il y a vraiment, je pense qu'on est dans une période assez charnière, non? Parce qu'il y a confusion, fait qu'il n'y a pas le choix de sortir. Puis je pense que l'art urbain, le street art, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir qui va être assez émergent, sauf que le risque, c'est que les galeries se l'approprient, puis qu'à un moment donné, ben, ça devienne fade, puis commun. T'sais. Mais j'ai l'impression que la réponse du street art, c'est une réponse par rapport au milieu qui se veut souvent très... c'est quoi tes antécédents? Est-ce que tu as déjà exposé? Si, ça. Tandis que le street art, c'est OK, t'as-tu le guts de faire ça? T'as-tu le guts d'aller accrocher dans la rue? T'as-tu le guts de faire un tag ou n'importe quoi? T'sais? Et puis, c'est pas toujours beau ce qui en sort, mais ça peut être quand même. C'est très viscéral parce que la personne prend quelque part le risque de se faire prendre pour exposer. Puis c'est rarement avec justement son véritable nom. Fait que donc les crédits vont aller vers le personnage. Une espèce de Zorro. Mais c'est un aspect intéressant, je trouve, qui se passe actuellement. C'est bien d'être informé des tendances. Juste, je sais pas, je pense que j'aime ça. C'est avec la musique.
populaire, de la mode, juste d'être dans le monde que nous vivons maintenant, pour être capable d'être partie d'une conversation. Selon ça dit, je veux pas que je fais de l'art qui suit une tendance non plus. Il y a une quotation en anglais, be in the world but not of it. C'est comme on est dans ce monde, puis c'est important de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous, mais il faut quand même être groundé dans notre réalité et notre vision et être juste faire notre propre art. En fait, je vais travailler sur une œuvre et je vais me dire, voilà, c'est comme ça, je voudrais qu'elle soit présentée, c'est comme ça que je pense qu'elle doit être accrochée, c'est comme ça que je vais faire un effacement, voilà. Après, on rencontre certaines contraintes de lieux, de choses comme ça, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est-à-dire que pour moi, un travail doit avoir différentes couches, différentes strates. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à un spectateur, même en communiquant sur la pièce, d'accéder tout de suite à ce que représente l'œuvre pour nous. Mais il faut que si le spectateur l'aime juste pour l'esthétique qu'a cette pièce, c'est tout aussi légitime que s'il accède à l'idée qu'on veut nous exprimer vraiment au fond de nous. Et de toute façon, tout expliquer, c'est pas possible. Je pense qu'il faut... parce que des fois, on ne sait même pas ce que nous, on n'arrive pas vraiment à rationaliser la pièce qu'on a faite, quoi. Donc je pense que c'est important d'avoir différentes portes comme ça à passer. Et voilà. Moi, je sais ce que représente mon travail pour moi, je sais dans quelle mesure, par exemple, l'effacement m'interpelle et ces choses-là. Je ne demande pas forcément aux gens qui voient mon travail qu'ils accèdent à la même chose. Je leur dis, voilà, pour moi, j'ai tous ces petits éléments, l'image, le dessin figuratif, la pierre noire, l'effacement, tous ces petits éléments-là font sens pour moi. Je vous les présente et comment est-ce que vous les reliez entre vous et comment est-ce que vous lisez tout ça, quoi. Est-ce que ça provoque quelque chose en vous? Quand on reste sincère dans notre démarche, quand on produit, puis qu'on ne fait pas de compromis nécessairement, on le fait par intérêt et par passion, ben à ce moment-là, je pense que oui, je pense qu'on peut avoir un résultat qu'on découvre justement l'honnêteté de l'artiste au travers de ça. Moi, j'ai jamais fait de demande de subvention, j'en vois aucunement l'intérêt. Puis, vraiment, ma nourriture à moi, c'est les gens, les commentaires. Pratiquement tous les jours, je reçois des commentaires de gens qui « ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça, merci ». C'est étrange, j'ai des remerciements. Puis ça, c'est tellement flatteur pour moi. C'est mieux que n'importe quoi. Pour moi, c'est ça la récompense. C'est une forme de réussite pour moi, c'est de savoir que je touche à des gens, j'ai touché à des gens, puis que ces gens-là ont justement se l'ont approprié, puis ça les a marqués quelque part. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment un gage de réussite. C'est modeste, c'est à petite échelle, mais pour moi, ça, c'est entre ça puis vendre une toile à 100 000 $, j'aime mieux ce petit résultat-là. Ce milieu, c'est une source. C'est une source. C'est comme si je prenais une métaphore. Si vous prenez une source qui jaillit d'en haut, et l'eau est pure, et plus elle descend, elle va continuer avec sa pureté. Mais aussi, elle peut ramasser avec certains résidus et d'autres résidus. Maintenant, si elle peut être influencée par d'autres éléments qui sont de l'extérieur. Bon, en bas, ça peut créer un lac ou ça peut se perdre. Et si ça crée son petit lac, tu as ta niche, ton espace, c'est confortable, il y a des animaux qui viennent, etc. etc. On peut même une habitation autour de ça, avec une petite source comme ça. L'artiste, c'est un petit peu ça. L'artiste, c'est un petit peu ça.
C'est des gens qui ne font pas faillite. C'est des gens qui construisent autour d'eux toute une génération.